Bonjour, je vais rattraper donc les 3 derniers épisodes de Krypton, que j'ai pas eu le temps de rattraper les 2 précédents avant le dernier là. Alors rapidement, résumé de ce qui s'est passé. Dans l'ordre, ils étaient dans les tunnels des Siphonites. Ils ont répondu d'ailleurs à un des problèmes géographiques que j'avais posé, c'était pourquoi est-ce que la base de Zod serait aussi proche de la tribu. C'est justifié vu que Zod cherchait quelque chose dans cette tribu, en l'occurrence Doomsday. Donc ils sont dans les tunnels. On apprend, Adam Strange aussi d'ailleurs, tout le monde apprend sauf Zod, hein, c'est lui qui apprend les choses. La vraie mission d'Adam Strange, c'est d'aider Brainiac et non pas de l'empêcher, pour s'assurer que le temps circule correctement. De l'autre côté, à Kandor, c'est le coup d'état de Zod et de Darren Vex. Ensuite, l'épisode, le coup d'état échoue, vu que c'est Brainiac, c'est pas la voix de Rao. Donc tout le monde est en fuite, Segel et compagnie rejoignent Kandor, tout le monde se retrouve, donc ils partagent les informations, ils essaient de mettre à bas Brainiac, et ils échouent vu que Brainiac est quand même plus intelligent qu'eux. Dernier épisode, on continue dans la continuité, il faut abattre Brainiac, comment est-ce qu'on fait? On va utiliser Black Zero et on va essayer de l'abattre, on va essayer d'utiliser le fiancé de Light Azod aussi. Et on apprend un tout petit peu sur le personnage d'Adam Strange qui, déjà dans l'épisode précédent, donc le 7, commence à y réfléchir sur sa mission. Et est-ce qu'il doit faire, est-ce qu'il doit repartir pour chercher de l'aide, etc. Et finalement, c'est l'hologramme du grand-père de Seg qui le convainc, sans le savoir, de s'assurer de la destruction de la planète. Ensuite, on poursuit un petit peu le truc avec un flashback sur... Alors, on ne sait pas exactement s'il est sur la planète Ran, parce qu'Adam Strange, c'est un terrien, mais il est plus connu pour ses aventures sur la planète Ran, avec justement les deux voix qu'il entend, la Sardat et Alana, qui sont respectivement son beau-père et sa femme dans les comics. Là, apparemment, pas trop pour l'instant, vu qu'elle lui dit tu m'as déjà... je vous décevrai pas, c'est trop tard pour ça, donc je pense qu'ils sont... Enfin, ils sont peut-être mariés du coup, puisqu'elle lui dit c'est trop tard pour me décevoir, c'est déjà fait. Mais bref. Et du coup, je vais commencer par Adam Strange. Le personnage d'Adam Strange me fait énormément penser à Booster Gold. Honnêtement, si on me disait pas que c'était Adam Strange, il y a rien à part les deux noms qui sont donnés, Sardat et Alana, et le Zita-Beam. D'ailleurs, le Zita-Beam fonctionne pas du tout comme ça. Normalement, c'est vraiment... En tout cas, je l'ai jamais vu utilisé pour voyager dans le temps. Ça voyage dans l'espace. J'ai jamais entendu parler des Zita-Beam pour voyager dans le temps. Donc peut-être, il y a peut-être des histoires dans lesquelles ils ont modifié le truc. Ça marche, mais j'avais jamais entendu ça. Donc à part ça, il n'y a rien qui nous dit que c'est Adam Strange en fait. Donc, et il ressemble beaucoup au personnage de Booster Gold, c'est-à-dire il vole une technologie de voyage temporel pour devenir un héros parce qu'il n'est pas reconnu comme un héros, voire limite comme un tocard qu'on apprend quand il discute avec Alana et Sarlat. Et il considère que c'est un peu un tocard qui abandonne tout quand ça devient difficile. C'est un peu Booster Gold, qui en plus se rend compte que sa mission, c'est pas d'être le héros, au contraire, sa mission c'est d'avoir le mauvais rôle. Ça, je trouve ça assez intéressant que le personnage se rende compte que sa mission c'est d'avoir le mauvais rôle. Il y a un des trucs des voyageurs temporels aussi, c'est on a une catastrophe gigantesque, et en fait il faut s'assurer qu'elle arrive. Donc à la fois on est un héros parce qu'on sauve le continuum temporel, et à la fois on a vraiment le mauvais rôle. Et il se rend compte, parce qu'il espérait être le grand héros flamboyant et tout, et il se rend compte que pour être le héros, il doit s'assurer que la planète soit détruite. Ce qui est assez paradoxal. Et en plus, ça me fait vraiment penser à Booster, puisque récemment dans Action Comics, Booster Gold a dû empêcher Superman de sauver Krypton, parce qu'il avait une occasion de le faire dans un passé qui était un peu mouvant, on va dire, à cause des événements de Doomsday Clock d'ailleurs, et certainement Dr. Manhattan. Bref, je vais passer là-dessus. À l'heure actuelle, il y a un arc horrible avec Booster Gold et Batman où Booster Gold est remonté dans le temps pour sauver les parents de Bruce. Alors que c'est un protecteur du temps et justement il y avait une histoire où il s'assure que Krypton soit détruite. Alors que même lui, ça lui fait du mal parce qu'en plus il voit la vie que Superman aurait pu avoir si les Kryptoniens avaient survécu. C'est assez violent pour lui. Et là, il remonte dans le temps pour s'amuser à sauver les parents de Bruce comme cadeau d'anniversaire. En plus, pour lui démontrer que si ses parents avaient été en vie, sa vie aurait pas été meilleure. C'est ça son cadeau d'anniversaire. Pour finalement qu'ils se sentent pas mal que ses parents soient morts. Je mets ça de côté, c'est horrible. Donc le personnage, je le trouve très bien. En plus, il va carrément jusqu'à donner des informations à Darren Vex
pour s'assurer que Brainiac gagne, même si finalement bah, ça échoue lamentablement. Parce que Brainiac en a rien à foutre apparemment. Enfin, Darren Vex vient lui annoncer qu'il va se faire tuer, qu'il y a un coup d'état et tout. Apparemment il s'en fout complètement. Après, comme il survit et qu'il a aucun problème... D'ailleurs, bah, le plan pour tuer Brainiac, justement, c'est pas tuer Brainiac, c'est tuer le drone de Brainiac. Et ils font comme si c'était une victoire. Alors, au moins, Zod est pas con, il comprend que s'ils ont pas le corps, c'est qu'il y a un problème. Mais le fait de tuer un drone de Brainiac, en quoi ça sauve la planète? Brainiac, il va débarquer. Drone ou pas drone, contre le vaisseau de Brainiac et Brainiac en personne, bah bonne chance, quoi. Enfin, c'est pas une victoire du tout. Bref, ensuite, je voulais parler de... Bon, on va parler de Zod. Je vais essayer de parler des personnages un peu dans l'ordre. Donc, Drew Zod, dès le début, on le sent pas trop. Franchement, dès le début, il jette des regards en coin à Sagel et sa mère, quand ils commencent à avoir une petite romance entre eux. Donc, on sent qu'il cache des choses. En plus, la façon dont il parle de Kal-El et tout, il se donne le bon rôle. Donc, voilà, on sent que il a pas trop envie d'entrer dans les détails. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est sa grand-mère qui finalement le trouve suspect. Parce que ça fait un peu le... Sa grand-mère, c'est un peu elle qui respecte la mémoire de la famille Zod. L'honneur, tout ça, c'est elle qui vraiment suit les traditions et qui s'en veut d'être allée contre les valeurs de la famille Zod. Et c'est elle qui suspecte Drew Zod. Et d'ailleurs, on voit dans le dernier épisode, quand il commence à lui dire que voilà, c'est un criminel, qu'il a fait un coup d'état et tout. Ouais, mais de toute façon, on le sentait dès le départ, Zod, il était pas forcément venu pour sauver la planète. Sauver la planète, oui, mais pour autre chose. Évidemment, il veut dominer l'univers, c'est ça. Hein. Il veut utiliser des soleils jaunes pour dominer l'univers. C'est bien Zod, ça. Il y a plusieurs versions de Zod. Il y a des versions de Zod où il tient vraiment aux Kryptoniens. C'est pas un sociopathe, il tient vraiment aux Kryptoniens, il veut pas forcément les diriger. Souvent, il trouve que le pouvoir en place est catastrophique, mais en même temps, le pouvoir en place, c'est eux qui ont laissé la planète être détruite alors que Jor-El les prévenait, donc en même temps, il n'a pas forcément tort. Voilà, il y a des versions où il est honorable, même il reconnaît de la valeur à Kal-El, et il y a des versions où c'est un dictateur sanglant. Il y a une version, c'était dans une dimension de poche, où il a tué tout le monde. Sur Terre, il a massacré tout le monde. C'est cette version-là que Superman va tuer. Oui, parce que Superman, il a tué Zod plusieurs fois, donc... Et dans cette version-là, d'ailleurs, Superman trouve... Il me semble que c'est dans cette version-là qu'il trouve la nouvelle Supergirl qui avait été tuée dans le Crisis, qui est en fait un robot construit par un Luthor gentil, qui s'avère être un ange. C'est un robot venu d'une dimension parallèle qui s'avère être un ange, c'est comics. Bref, là c'est plutôt le Zod en effet conquérant. Alors, pas le Zod complètement dictateur fou pour l'instant. C'est plutôt le Zod qui pense qu'il est mieux à même de diriger la planète que le conseil incompétent ou Black Zero incompétent et tout. C'est lui qui est le mieux placé pour diriger la planète et qui pense que les Kryptoniens devraient aussi dominer d'autres mondes. Donc c'est plutôt ce Zod-là. Ben, on va voir ce que ça va donner. Parce qu'apparemment, sa grand-mère se retourne contre lui, prévient tout le monde que bon, bah, Zod est pas tout à fait ce qu'il dit qu'il est. En même temps, ils ont un objectif commun, c'est sauver la planète. Donc il va falloir gérer en même temps sauver la planète, en même temps s'assurer que Zod ne prenne pas le contrôle, et en même temps il révèle la haine que Zod a contre la famille L. En effet, Zod, comme dans les comics souvent, hein, il était ami de Jor-El, et face à son coup d'état, Jor-El n'a pas pu assumer son coup d'état et l'a arrêté. Après, ça dépend des versions. Il y a une version où Jor-El l'a condamné à la Phantom Zone parce que le conseil voulait le condamner à mort. Et du coup, Jor-El, pour sauver Zod, l'a fait condamner à la Phantom Zone plutôt qu'à la mort. Mais évidemment, Zod ne voit pas les choses comme ça. Ensuite, après Zod... ah oui, le fiancé de Laita, Zod. Alors, j'ai bien aimé quand il montre à quel point il vénère en fait la grand-mère, donc la mère de Laita, et qu'il la suit, mais qu'il a quand même un remords quand on commence à parler de tuer des civils. Et d'ailleurs, quand il dénonce la bombe, l'attentat quoi, quand il dit il y a une bombe, il faut s'enfuir, là on se demande un moment, est-ce qu'il jette complètement le plan de Zod aux orties parce qu'il veut pas tuer des civils,
Et juste après, on le voit accompagner la Vodrao et on comprend que non, il a mis en place un nouveau plan pour tuer la Vodrao, qui échoue, mais en même temps, leur bombe aussi aurait échoué, parce que la Vodrao, c'est Brainiac. Enfin, c'est un drone de Brainiac, pour être précis. Et dès le début de l'épisode suivant, j'ai senti un peu l'arnaque, puisque quand on montre tous les soldats qui s'agenouillent devant Brainiac, on voit pas bien, c'est filmé de telle sorte à ce qu'on voit pas bien leur visage et tout, donc j'essayais de voir s'il y avait le fiancé, et comme c'est filmé de telle sorte à ce qu'on voit pas bien, je savais qu'il y avait le coup de le fiancé est contrôlé par Brainiac, parce qu'en plus on voit la mère s'enfuir, mais on ne voit pas lui s'enfuir, et évidemment, bah oui, il était contrôlé par Brainiac. Alors après, pardon. Après avec Laita, il règle le triangle amoureux avec Laita. C'est-à-dire qu'ils discutent et elle lui révèle ce dont on se doutait, c'est que si elle lui a révélé son amour, c'est parce qu'elle croyait qu'elle allait mourir et du coup, bah, ça mangeait pas de pain, ça lui faisait plaisir, mais ils n'ont pas les mêmes sentiments l'un pour l'autre, pas réciproque ce que lui ressent. Donc comment ils ont réglé ce côté triangle amoureux. Après, déjà, je trouve le truc pour montrer ses pouvoirs, ils font un effet un peu où ils se dédoublent, mais on voit les mouvements qui multiplient un petit peu, avec un effet de flou sur ces mouvements. Honnêtement, je trouve ça assez moche. En plus, c'est que sur 2 ou 3 images, et tous les autres gardes, ils ont pas fait ces effets-là. Donc je vois pas l'intérêt d'avoir fait ça. Je trouve pas que ça rende de bien. Alors c'est un détail, hein, mais voilà, je vois pas du tout l'intérêt. Et quand Laita lui tire dessus et que ça lui arrache le bras, je m'en suis douté, et l'épisode suivant l'a donné, je me suis douté qu'il allait être en vie. Parce qu'elle lui arrache le bras. Alors en plus, comme c'est une arme à énergie, ça cautérise la plaie, donc il risque pas de se vider de son sang. Après, comme il est laissé dans cet environnement, on pourrait se dire que le froid et tout, ça va le tuer. Mais bon, on se doute qu'il va survivre. Et évidemment, bah oui, il survit. Alors que ça, c'est un truc qui me dérange un petit peu parce que ils ont 2 militaires expérimentés. Ils vérifient pas que le type est bien mort. C'est un peu con. Alors après, oui, ils sont dans un environnement délicat et ils ont pas forcément peuvent pas forcément rester sur place 10 minutes pour s'assurer que tout va bien. D'ailleurs, quand ils vont le récupérer, on voit une silhouette. Est-ce que ça pourrait être le frère de Général Zod qu'elle avait abandonné? Ou est-ce que c'est juste un autre des Siphonites de la tribu qui observait ce qui se passait? On verra, la figure qui est dans l'ombre, comme ça, on verra ce que ça donne. Et du coup, il le récupère pour pirater le truc de Brainiac et abattre tous ses gardes pour permettre l'attaque. Ensuite, deuxième triangle amoureux, parce que là, oui, c'était un triangle amoureux qui a été réglé. J'espère qu'ils vont rester à ça. Laita a dit clairement quelle était sa position. Et le deuxième triangle amoureux qui continue, c'est donc Nyssa Vex, Laita Zod et Segel. Alors Segel d'ailleurs qui sert pas à grand chose en fait. Enfin, il met des plans en... Si, il donne des plans, mais je veux dire, c'est plus du tout le focus des épisodes là. Dans les 3 derniers épisodes, à la limite quand ils sont dans les tunnels, mais sinon c'est pas du tout le focus de ce qui se passe en fait. Il y a beaucoup de personnages, du coup oui en effet c'est plus le personnage principal, il y en a quand même plein d'autres sur lesquels on s'attarde. Et du coup ce triangle amoureux, on voit quand même que Seg ressent quelque chose, ne serait-ce que d'ailleurs une obligation envers Nyssa, alors que son père a tué son grand-père, tandis que Laita, sa mère, a tué ses parents à lui. Et donc ils vont sauver Nyssa Vex parce qu'elle elle est mise pas en état d'arrestation, mais elle est cantonnée à ses quartiers par son père. D'ailleurs, je vais parler un peu de son père. Son traitement, pour moi, il y a un peu des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'on avait vu qu'il protégeait sa fille en tuant son amante, et en même temps un peu ses ambitions. Mais la façon dont c'était montré, je trouvais qu'il protégeait plus sa fille que ses ambitions. Et là, quand il parle de ses ambitions, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il avoue clairement que oui, il a des ambitions, que son objectif premier, c'est le pouvoir. C'est son objectif premier. Ensuite, il pense que s'il est au pouvoir, ça va améliorer la vie des citoyens. D'ailleurs, il évoque le fait qu'il y a d'autres villes sur Krypton. Il me semblait pas l'avoir déjà entendu. Donc, j'avais trouvé dès le début que c'était bizarre qu'il n'y ait que Kandor, alors que on est sur une planète. Et on nous parlait que d'une seule ville. Donc, je sais pas si j'ai raté une information, mais là, il nous révèle qu'en effet, il y a plusieurs villes
qui doivent vivre chacune dans des bulles comme ça sur la planète. Et son objectif, ça serait un peu de rallier toutes les villes pour avoir une politique unie sur la planète et améliorer les conditions de vie de tout le monde. Donc ça, j'ai bien aimé. Après, face à Brainiac, on sentait qu'il allait dénoncer sa fille, mais il y a eu un moment d'hésitation quand même. Il n'a pas dénoncé sa fille tout de suite, il a hésité et jusqu'au dernier moment, il a essayé de pas la donner, mais il a fini par la donner. Par contre, là où je me retire un petit peu, c'est quand il va la tuer lui-même. Les mecs qui finissent par la dénoncer, d'accord, mais il va la tuer lui-même. C'est quand même là où le personnage se rabaisse, quoi. On a essayé de le développer un petit peu, que ce soit pas juste un connard. Il va tuer sa fille personnellement. Bon, la faire tuer, c'est pas tellement mieux, mais il y a quand même une différence entre la faire tuer et essayer et regarder ailleurs et aller la tuer lui-même. C'est même pas la même chose. Heureusement, sa fille est quand même plus maligne que lui. Et ça crée une relation entre les deux personnages, puisque elle a été trahie par son père, mais en même temps, c'est son père, quoi. On voit quand même, elle est tiraillée quand même, mais elle prend la bonne décision à chaque fois. Mais on sent quand même le poids que ça a sur elle. Et d'ailleurs, ça renforce un peu sa relation avec Seg, qui comprend quand même un peu sa douleur. Ensuite, j'y pensais avec Nyssa, justement. Parce que Nyssa, qui veut protéger son enfant qui est dans la chambre Genesis, ça conduit un peu à une connerie que j'avais évoquée dans le premier épisode. Puisque Zod leur dit sur la chambre Genesis, bon déjà pourquoi est-ce que Brainiac a besoin de la chambre Genesis, je trouve ça un peu bizarre, mais bref, il leur dit donc c'est le seul moyen de reproduction qu'on ait. Alors déjà, comme il y a plusieurs villes sur toute la planète, j'espère que la chambre Genesis, il n'y a aucune raison qu'elle soit qu'à Kandor. Il doit y en avoir d'autres dans d'autres villes, ça peut pas être le seul moyen de reproduction sur toute la planète, vu qu'on nous expliquait que les villes ne coopéraient pas. Donc ça déjà, ou les Siphonites, ils vivent à l'extérieur de la ville, comment ils se reproduisent. Et le problème, c'est que dans le premier épisode, c'est ce que j'avais dit dès le départ, on a une chambre Genesis qui contrôle les naissances, mais ils ont des rapports sexuels. Et du coup, quand Zod dit c'est le seul moyen de reproduction, t'as envie de dire, ben non, enfin il y a un autre moyen de reproduction que vous connaissez apparemment. C'est ça le truc, c'est que, à la limite, si on avait expliqué par exemple qu'il y a des problèmes de stérilité dans la population, ou que clairement on a stérilisé une partie de la population, ou ce genre de choses, par exemple les problèmes de stérilité, on pourrait imaginer un futur en effet de la planète qui soit pas très glorieux et où il y a des problèmes de stérilité. Ou une des versions qui était dans Man of Steel, le comics, où les Kryptoniens trouvent que les contacts physiques et le sexe en général, c'est abominable. Ce qui d'ailleurs est répercuté un peu dans le film Man of Steel, quand il dit, voilà, c'est une aberration, c'est une abomination de s'être reproduit naturellement. Et pour eux, c'est quelque chose d'inconcevable, psychologiquement. Là, à la limite, ça passe, mais ils ont des rapports sexuels. Pourquoi est-ce qu'ils pourraient pas se reproduire naturellement? C'est ça qui est absurde. Donc quand il dit l'avenir de la planète dépend de... Bah non, pas du tout. Enfin, la chambre Genesis, c'est pas si important que ça pour avoir des gamins. Au contraire, en plus, vous voulez abattre le pouvoir en place. Même avant de tuer le drone de Brainiac, il voulait abattre la voix de Rao. Nyssa, Zod et compagnie. Enfin, Zod, pas vraiment la générale Zod. Elle a fini par se rattacher au plan de Vex, mais il voulait abattre la voix de Rao. Donc pourquoi pas changer les politiques d'inatalité aussi. Enfin, voilà, c'est un détail, parce que finalement, c'est pas un enjeu si important que ça, la chambre Genesis. Mais quand même, c'est un peu bizarre. Ensuite, je vais peut-être passer sur les méchants, du coup. On nous révèle l'existence de Doomsday. Donc c'est pour ça qu'on a introduit les Siphonites, pour que dans l'épisode, justement, il n'y ait pas besoin de repasser dessus. Qu'on sache déjà de quoi on parle. Ça justifie que Zod soit proche de la tribu également. Donc, l'objectif de Zod, c'était de libérer Doomsday. Objectivement, je ne sais pas si Zod est au courant de la dangerosité de Doomsday. Adam Strange a l'air d'être au courant quand il entend le nom Doomsday, mais est-ce que Zod, lui, est vraiment au courant de la dangerosité de Doomsday? Parce que si Adam Strange est au courant, c'est forcément qu'il y a déjà eu une attaque de Doomsday sur Terre, que Kal-El a dû repousser, et peut-être même dans l'arc qui existe, où il se fait tuer par Doomsday et il finit par revenir à la vie, évidemment. Donc est-ce que Zod est au courant? Pas parce que l'attaque a eu lieu que Zod est forcément au courant de tout ce qui est arrivé à Kal-El. Parce que s'il est au courant, c'est quand même très con d'utiliser Doomsday. Personne ne peut contrôler Doomsday. Personne. Il me semble à un moment, il y a Darkseid qui s'en empare, mais bref, personne ne peut contrôler Doomsday.
même Doomsday a attaqué Apocalypse, il me semble. Donc l'utiliser contre Brainiac, c'est quand même pas très intelligent comme méthode. Mais comme on nous l'a montré, mais vraiment on nous l'a montré dans son sarcophage de glace et tout, je me dis qu'il y a des chances quand même qu'il le réutilise, peut-être à la fin de la saison quand vraiment Brainiac va débarquer. Je pense inéluctablement le vrai Brainiac va débarquer à un moment ou à un autre. Face au vrai Brainiac, ils ont pas 50 000 armes possibles. Donc est-ce que une des armes possibles, ça serait de libérer Doomsday? Et enfin, Brainiac. Je crois que j'ai fait le tour à peu près de tous les personnages. Donc Brainiac, qui passe son temps à essayer d'analyser le comportement des gens autour de lui. Donc ça fait très Brainiac parce que de toute façon, il est pas pressé. Il est au pouvoir, il dirige tout, il n'est pas pressé. Donc du temps que le vaisseau arrive, il se renseigne sur les gens. Justement, c'est bien l'image que j'ai de Brainiac, c'est-à-dire essayer de comprendre la psychologie des gens autour de lui, leur culture et tout. C'est exactement ce que veut Brainiac. Et du coup, il terrorise un peu ses servantes pour obtenir des réponses. Il se lie énormément à la petite gamine, bon, qu'ils utilisent à la fin. Donc, le lien entre la gamine, celui qui dirige le bar, là, ça renforce la mort de la gamine, c'est quand même violent. Ça. Ils utilisent la gamine comme kamikaze. Donc ça j'ai aimé quand même. C'est un peu violent quand même d'utiliser la gamine comme bombe, comme kamikaze. Et on voit justement le fanatisme religieux, même de la gamine qui est complètement retournée par Brainiac. Et même Brainiac qui utilise ce fanatisme religieux pour, avec ses pouvoirs, se présenter comme un dieu, comme Rao, littéralement, vu qu'il s'entoure de flammes et tout. C'est Rao, littéralement. Donc Brainiac, voilà, il est plutôt intelligent. Il se comporte comme j'imagine Brainiac se comporter. Glaner des informations, même avec Vex, il le laisse libre. Justement, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'il lui met pas une puce pour le contrôler? Mais il le laisse libre parce que ça l'intéresse de voir comment il va se comporter. Ça l'amuse. Et de toute façon, le truc, c'est qu'en effet, Brainiac, il se sent dans une position où il est invincible. Parce que même s'il tue son drone, ce qui d'ailleurs est assez complexe, même s'il tue son drone, ben, il débarque en personne. Donc il s'en fout au final, ils peuvent tuer son drone, c'est pas grave. Il arrive. Et une fois qu'il sera là, ils auront du mal. Hein, donc je trouve que le personnage de Brainiac est plutôt bien fait. Le fait qu'il utilise la religion contre la population, ils utilisent leur fanatisme religieux, c'est intéressant. Après, on est dans un univers d'ici où les dieux existent. Rao existe. Donc c'est un peu particulier, mais bon. Et ça pourrait être intéressant d'ailleurs, à la fin, s'ils libèrent Doomsday. Je sais pas s'ils vont libérer Doomsday. Je me dis qu'ils vont le réutiliser. Parce que sinon, ils l'auraient pas montré. Et je pense qu'ils seraient restés. S'ils pensaient pas utiliser Doomsday, j'imagine qu'ils seraient restés à l'extérieur, qu'ils auraient peut-être même pas ouvert la porte qui donne sur Doomsday. Donc s'ils le montrent, je me dis qu'ils comptent l'utiliser. Peut-être pour une éventuelle saison 2. Il me semble que l'information n'est toujours pas tombée si elle a été renouvelée ou annulée, la série. Mais voilà. Et ça ferait en fait un combat entre Sifona, la déesse de la glace, qui est un peu Doomsday au final, même au niveau des couleurs, contre Rao, le dieu du feu, avec Brainiac. Et ça pourrait faire un combat un peu comme ça, justement, pour la population qui est un peu fanatisée et qui croit en ces dieux. Donc sinon, l'avis général sur la série n'a toujours pas changé. Ça évolue assez vite. On reste sur l'histoire principale. On développe un peu d'autres personnages et quelques thèmes comme ça, mais on reste sur l'histoire principale. Et c'est pour ça, pour moi, ça marche très bien. C'est qu'on fait pas de détour. Pour prendre une série qui ressemblait un peu au départ avec la ville, comme ça, en dôme, Inhumans. Le problème d'Inhumans, c'est qu'on avait un complot politique et on est parti sur plein de petits trucs sur la Terre qui étaient nuls. Là, on reste sur l'histoire principale. Brainiac veut contrôler la ville, veut capturer la ville, d'ailleurs, il veut pas la contrôler. Adam Strange essaie d'empêcher ça et tout. Enfin, il croit essayer d'empêcher ça, finalement non. Empêcher la fin de Kal-El. Donc on reste sur l'arc principal, on développe un petit peu les personnages, mais finalement c'est pas l'intérêt principal de la série. Même si on les développe un petit peu, par exemple Nyssa Vex, très bien développé par exemple. Je trouve, avec son lien avec son père en plus, c'est assez fort. Donc on développe quand même quelques petits personnages, mais on reste sur l'histoire principale, et du coup ça marche. Parce qu'il y a un focus sur la série. Le fait qu'il y ait 10 épisodes aussi, ça permet à ce qu'on ne parte pas dans des fillers toutes les 10 minutes. Après, j'espère, comme la saison 2 a toujours pas été ni annoncée ni annulée, j'espère au moins qu'on aura une fin satisfaisante à l'arc Brainiac à la fin de la saison 1.
parce que s'il n'y a pas de saison 2, ça serait quand même con. Et même s'il y a une saison 2, j'aime que les histoires soient clôturées. À la limite, qu'ils laissent un truc ouvert, par exemple Doomsday, qu'ils laissent un truc ouvert, parce que même si Adam Strange empêche, sauve Kal-El, voilà, parce qu'il empêche, même si il aide Brainiac à mettre son plan à exécution, et du coup qu'il sauve Kal-El, le simple fait que Segel soit au courant du futur, que sa planète va être détruite, bah, ça change le futur. Parce que si Segel est au courant que Krypton va être détruite, avant même la naissance de Jor-El, ben, il va lui transmettre des informations. Lui-même va chercher un moyen de s'en sortir. En plus, ils ont déjà découvert la Phantom Zone, qui permettait à son grand-père de voyager de monde en monde. Donc on peut imaginer que Segel utilise à nouveau la Phantom Zone pour essayer de sauver Krypton, en sachant pertinemment que la planète va être détruite à cause des interventions de Brainiac. Parce qu'en plus, s'il sait ça, il aura sans doute le temps de trouver des preuves pour démontrer ses dires avant même que Jor-El, naisse. Donc de fait, Adam Strange a modifié le futur de toute façon. Donc on peut justifier une saison 2 comme ça. Bref, je vais m'arrêter là. Donc pour l'instant, la série, elle suit son cours. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de filler. C'est plutôt bon. Et sur ce, au revoir.